Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Il prépare son futur mandat à la tête de l'Union africaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sera à la tête de l'institution en février 2021. Il succédera au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Faible participation des jeunes à la vie politique en Afrique, un faible taux qui s'explique notamment par une certaine défiance éprouvée à l'égard des partis politiques. Et enfin, Eneo empêtré dans des difficultés financières, la société de production, de transport et de distribution d'électricité contractée à fin 2019 une dette évaluée à 155 milliards de francs CFA. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le retrait des instructeurs militaires et des hélicoptères russes en Centrafrique. Un retrait confirmé par la mission diplomatique russe à l'ONU. Avant l'élection présidentielle du 27 décembre, les Russes avaient en effet déployé en Centrafrique, je cite, 300 instructeurs militaires supplémentaires pour la formation de l'armée nationale, avait indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Un communiqué dans lequel ce déploiement avait pour but, je cite, d'aider Bangui à renforcer les capacités défensives du pays. La situation sécuritaire étant toujours tendue en Centrafrique, l'ONU s'interroge toutefois sur la concrétisation de ce retrait. Il s'apprête à prendre les rênes de l'Union africaine. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi prépare son futur mandat à la tête de l'organisation qui débutera en février 2021. Un futur mandat considéré comme une opportunité, vous le verrez, pour certains entrepreneurs. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, prendra la présidence de l'Union africaine en février 2021. Il sera ainsi le deuxième président de la RDC après Mobutu à occuper ces postes. Si beaucoup au sein de la population ne maîtrisent pas la portée de l'événement, certains par contre, comme ces jeunes entrepreneurs, y voient une opportunité. Au mois de février, on va chapeauter l'Afrique. L'Afrique économique est faible, vous le savez, mais nous, les Congolais, nous devons amener maintenant l'approche entrepreneuriale. Mais l'approche entrepreneuriale, elle doit être par l'accent des entreprises telles que Special Auto, dans des domaines où l'Africain hier négligeait, en croyant que le métier manuel, c'était réservé pour une classe un peu méprisante. Pour son mandat en tant que président de l'Union africaine, le chef de l'État congolais a nommé récemment un panel d'experts dans le but de l'accompagner dans cet exercice. Dans un contexte d'un pays marqué par un taux élevé de chômage, l'entrepreneuriat doit être figuré en bonne position dans l'agenda du mandat du président congolais. L'Afrique a le problème de chômage de masse et dans ces groupes de panels d'experts, il faut avoir un collectif des entrepreneurs congolais qui vont chapeauter parce que le problème de l'Afrique, c'est l'occupation de la population. Mais pour occuper la population, il faut avoir des chefs d'entreprise. Nous voulons quand même que nous puissions trouver une solution entre le politique et nous, les partenaires sociaux qu'on appelle les entrepreneurs. Félix Tshisekedi va remplacer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Notons que le mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, comme celui de son prédécesseur, sera très perturbé par la pandémie de Covid-19. Pour les observateurs, il faudra plus d'initiatives pour sauver l'économie africaine déjà mise en mal par la pandémie. En Afrique, la jeunesse se retrouve souvent exclue des processus politiques et décisionnels. C'est ce qu'avait déploré en 2017 la commissaire aux affaires politiques de la Commission de l'Union africaine, Minata Samaté Sessouma. Selon certains experts, le faible taux de jeunes dans la sphère politique découle de plusieurs facteurs. Parmi eux, la défiance éprouvée à l'égard des partis politiques. Les explications de Ange Bijouno-Megnou. La participation politique des jeunes est à la traîne en Afrique. Selon plusieurs études, ces derniers sont faiblement représentés dans les différentes structures politiques de leur pays. Une situation qui est due notamment à plusieurs facteurs tels que le patrimonialisme, le cynisme à l'égard de la politique et la méfiance envers les partis politiques. Si nous prenons la politique qui se définit comme la gestion des affaires de la société, je le disais tout à l'heure, nous représentons 70% de la population. Est-ce que c'est une autre tranche de la population qui va venir régler nos problèmes? Je ne pense pas.
Je pense que beaucoup aussi ne veulent pas laisser leurs enfants aller en politique compte tenu des violences qu'on a observées partout ailleurs, liées aux intérêts de nos aînés politiques. Donc je dirais que c'est vrai que c'est un terrain assez risqué, mais nous devons courir le risque parce que si nous ne faisons pas la politique, c'est la politique qui nous fait. Les études menées sur la question ont également révélé qu'il y a une forte préoccupation quant à la corruption et à l'utilisation de ressources financières illicites. Ces activités ébranlent l'efficacité de la représentation et limitent le désir de changement chez les jeunes. Maintenant, si des jeunes ont peur, parce que pour eux, ce serait donc risqué, on leur dit non, la politique, ce n'est pas la violence. En réalité, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'affrontement physique, mais c'est plutôt une confrontation d'idées, une confrontation de visions de société. Donc, il n'y a pas de risque. Selon Afrobaromètre, 11% de jeunes ont participé à une manifestation ou à une marche de protestation en Afrique entre 2014 et 2015. L'engagement politique des jeunes femmes est encore plus inférieur à celui de leurs homologues masculins au regard de tous les indicateurs de l'étude. Au Cameroun, la société Eneo accumule les difficultés financières. Fin 2019, la dette de l'entreprise chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité était chiffrée à 155 milliards de francs CFA. Cette dette accumulée auprès des fournisseurs indépendants a ainsi pénalisé les capacités d'investissement de l'entreprise. Philoméntine. 150 milliards de francs CFA est le montant de dette accumulé en 2019 par l'opérateur électrique national du Cameroun, Eneo, vis-à-vis des producteurs indépendants d'énergie et fournisseurs de carburant pour les centrales thermiques. Cette dégradation sans précédent de sa situation financière est due par le non-paiement des factures par certains grands consommateurs, parmi lesquels l'État et ses démembrements estiment la société. Le montant impayé accumulé par ses clients a culminé à plus de 180 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019, dont 63 milliards de francs CFA pour les seules entreprises publiques et ou à capitaux publics. En juin 2020, l'État du Cameroun a pu régler un premier lot de factures certifiées pour un montant total de 45 milliards de francs CFA, ce qui a permis à l'énergéticien Eneo de commencer à apurer partiellement ses dettes vis-à-vis des entreprises qui fournissent l'énergie, mais aussi des partenaires locaux. En 2021, plusieurs entreprises vont être victimes des problèmes d'insolvabilité qui sont inhérentes à un lendemain, à une situation de post-crise. Ce qui fait que Eneo, comme d'autres entreprises, seront peut-être obligés de renégocier la dette ou bien de se réendetter encore auprès des clients. Selon les responsables du concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun, au cours de l'année 2020, la situation de l'entreprise s'est considérablement améliorée. Néanmoins, le budget d'investissement pour l'année écoulée a été réduit de plus de 21 milliards de francs CFA en raison de la crise sanitaire en cours. L'Organisation internationale du cacao a, depuis décembre 2020, un nouveau président à la tête de son conseil. Il s'agit de l'Ivoirien Ali Touré. Parmi ses principaux objectifs, Ali Touré ambitionne d'améliorer les revenus des producteurs. Ange Junomenio. Améliorer le revenu des producteurs, tel est l'objectif du nouveau président du Conseil de l'Organisation internationale du cacao, Ali Touré. L'ambassadeur a été élu le 18 décembre 2020 pour un mandat de 1 an. Il devient donc le premier Ivoirien à briguer ce poste de responsabilité. En ma qualité de président du Conseil, je pense qu'il y a 2 catégories de priorités. Il y a les défis structurels et il y a les défis conjoncturels. Le défi structurel, c'est la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale. En septembre 2019, le Conseil de l'Organisation internationale du cacao a adopté le plan d'action stratégique 2019-2024. Je dois souligner que le revenu du producteur est un point culminant et crucial dans ce plan stratégique. L'Organisation internationale du cacao n'est pas impliquée dans la fixation des prix sur le marché. Son domaine de compétence reste la discussion. Néanmoins, dans le cadre de sa politique, l'ICCO participe très souvent à des initiatives qui prennent en compte le revenu des producteurs. L'ICCO fera tout ce qui est en son pouvoir pour sensibiliser sur la question du revenu du producteur. Et que nous sommes confiants que l'ICCO
dans les années à venir, jouera un rôle important dans les négociations, dans la discussion sur le revenu du producteur. L'Organisation internationale du cacao est une organisation mondiale composée des pays membres, producteurs et consommateurs de cacao. Située à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'ICCO a été créée en 1973 pour mettre en œuvre le premier accord international sur le cacao négocié à Genève lors d'une conférence internationale des Nations Unies sur le cacao. Le Rwanda renforce son système éducatif. Le gouvernement a en effet annoncé le recrutement de plus de 10 000 enseignants d'écoles primaires et secondaires. Ces enseignants non diplômés devront pendant toute la durée de leur contrat suivre en parallèle un cursus pédagogique. Objectif pour le gouvernement, répondre à la pénurie d'enseignants qualifiés. Marie-Raphaël Andolo. Au Rwanda, les autorités annoncent le recrutement de 10 864 enseignants des écoles primaires et secondaires pour un emploi provisoire. Une décision prise dans le but de résoudre le problème de pénurie des enseignants. À cet effet, 2433 de ces enseignants seront engagés pour enseigner au secondaire, tandis que les autres serviront dans les écoles primaires. D'après une déclaration du ministre d'État chargé de l'enseignement primaire et secondaire, Gaspard Touadjirayesu, pendant cet emploi provisoire d'un an, les enseignements devront suivre un cours pédagogique obligatoire afin de se qualifier pour un contrat permanent. Cette initiative d'engager plus de 10 000 enseignants ne m'étonne pas puisque le Rwanda est bâti sur les droits socio-économiques qui sont l'éducation, le logement et la santé. Sur la santé, sur le nombre d'hôpitaux, sur le logement, au moment où ils ont créé... En tout cas, ils ont arrêté toutes les formes de maisons en paille en permettant à tous les citoyens d'avoir des tôles. Sur l'éducation, cette fois-ci, le nombre de classes et le taux de scolarisation, le pays n'hésite pas à prendre des décisions assez radicales. Donc je pense que cette décision est dans la totale ligne du besoin d'efficacité que le Rwanda s'est donné. Le Rwanda Education Board a annoncé qu'une pénurie d'enseignements qualifiés a contraint le gouvernement à embaucher des diplômés n'ayant nécessairement pas des formations en éducation. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation, Valentine Uwamaria, a annoncé que plus de 20 000 enseignants étaient actuellement nécessaires pour combler les lacunes dans les écoles. Je pense qu'ils sont dans une nouvelle forme d'expérimentation de ce que l'Afrique peut devenir, de ce que l'Afrique peut prendre comme initiative pour répondre à des questions qui sont parfois bloquées par des rigidités administratives, mais aussi des rigidités d'ordre institutionnel. Notons que le débat sur l'opportunité de retenir des enseignants à former pour combler la pénurie dans les établissements rwandais est en cours depuis 2016. Cette décision du gouvernement intervient alors que le projet national de construction de 22 505 salles de classe pour étendre les opportunités d'éducation est en cours avec 80% des unités déjà achevées. L'actualité, c'est également le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations de football. La compétition s'ouvre ce 16 janvier au Cameroun avec les équipes du groupe A. Dans un premier temps, le Cameroun affrontera le Zimbabwe sur la pelouse du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Lors de cette première journée, se déroulera ensuite le face-à-face Mali-Burkina Faso. À noter que le Tchad devait initialement se tenir du 4 au 25 avril 2020, mais la compétition a dû être reportée en raison du contexte de crise sanitaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.